tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pratique qui va concerner le sigil ou l'art sigillaire, selon comme vous préférez. Aujourd'hui ce qui va nous intéresser surtout c'est de voir comment on pense un sigil, quelles sont les techniques de création, les techniques de charge et les techniques de libération d'un sigil. Donc au niveau des sigils, l'idée ça va être de reconnaître l'essence des choses, l'essence des actions, l'essence d'entités qu'on va capturer dans une image afin de la réutiliser. Donc on le voit tout de suite, il va y avoir des sigils qui vont être personnels, des sigils qui vont servir à contacter des entités, des sigils qui vont aider à modifier la réalité, votre environnement si vous préférez. Sigil nous vient du latin sigillum, qui va signifier figurine, statuette ou encore cachet, sceau. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est surtout la partie cachet et sceau, bien que figurine, statuette, pardon, ont un sens aussi intéressant. Ça, je vous l'expliquerai dans la vidéo sur le vocabulaire, parce qu'il y aura toute une symbolique à comprendre à travers l'étymologie de ce mot. En tout cas, ici, sigillum, ça va souvent se traduire par signature. C'est-à-dire qu'on va avoir une représentation figurative de l'énergie d'une personne, ce qu'on appelle des fois la signature énergétique. Donc c'est une empreinte en fait qu'on laisse qui est comme une forme d'ADN qui va nous permettre de reconnaître parfaitement l'individu ou éventuellement la chose, l'action. Alors l'idée à l'époque, puisque sigil est un terme ancien, c'est notamment dans les clavicules du roi Salomon ou encore dans les travaux d'Agrippa, de représenter figurativement donc l'énergie éthérée de la chose cible afin de la maîtriser, de la contrôler. Ensuite viennent les années 70 où on retrouve la Chaos Magic et un certain Austin Osman Spare qui est un adepte de la chaos qui va faire beaucoup de travail en fait sur le sigil. Il se trouve que on a, encore une fois, dans les Clavicula Salomonis Rex, beaucoup de sceaux qui permettent d'invoquer des entités, de contrôler des entités. Le problème, c'est que avec les copies, parce que pareil, si vous tombez sur un ouvrage qui s'appelle Les vraies clavicules de Salomon, fuyez, c'est impossible d'avoir l'ouvrage réel, dans le sens où ce sont des copies de copies de copies qui nous sont parvenues. Donc j'ai envie de dire, à partir de là, avoir les vraies clavicules de Salomon et parler hébreu, ça va être un petit peu difficile de pouvoir trouver en fait quelque chose qui soit véridique. Donc on se retrouve avec des sceaux qui sont très jolis, mais qui comportent des erreurs entre les différentes copies, qui en plus ont été modifiées par les mages qui les ont mis eux-mêmes à l'intérieur, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup de transformer en fait des choses ou de laisser des choses secrètes afin que les personnes qui n'ont pas été initiées ne puissent pas réutiliser ces sceaux. Donc on se retrouve avec un savoir perdu et donc un sigil qu'il n'est plus possible de maîtriser véritablement. Donc, avec la Chaos Magic, on décide d'essayer de recréer de nouveaux sceaux qui vont cette fois-ci être empreints de notre énergie personnelle que l'on va mélanger à l'énergie de ce que l'on souhaite attirer afin de créer donc une représentation figurative qui va opérer sous notre contrôle. Alors, Osman Spare, il a été un petit peu plus loin dans l'idée parce que la Chaos Magic est une magie assez libre qui a pour principe que tout peut être facilement accessible, qu'il suffit d'avoir de la volonté et de réussir à canaliser son énergie personnelle pour tout obtenir. On n'a pas forcément besoin des entités. Mais en tout cas, il va développer donc cette technique avec des méthodes, couplées à des méthodes de transe notamment, afin donc de libérer les charges représentées dans ses dessins pour obtenir ce qu'il souhaite. Donc ça, c'est la base de la magie sigillaire de nos jours.
L'ancienne, elle existe, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il nous manque les clés de compréhension. Les savoirs se sont perdus, sont parfois dans des bibliothèques privées, hein, donc on n'y aura jamais accès, ou voilà, ont été perdus à travers les âges. Avec le fait que les mages étaient beaucoup secrets sur leurs travaux, on n'a pas toujours non plus les clés de compréhension qui nous sont arrivées pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont fait. Donc voilà, on se retrouve avec des choses qui sont sans doute très bien, mais qui ne sont plus utilisables. Donc retenez bien ça. Si vous voulez des sigils, puisque sigil c'est aussi sceau, talisman, n'utilisez pas les anciens, à moins que vous les chargiez de votre propre intention. Le problème, c'est que comme ils sont là depuis des années, qu'on les connaît, ils ont été imprégnés de certains égrégores et que ça peut être difficile en fait de réussir à obtenir ce que l'on veut avec. Donc moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de créer vos propres sigils à vous, ne pas reprendre ceux des autres. Donc on l'a vu, hein, le sigil c'est une signature, donc qui capture une essence, ou en tout cas qui va la représenter et ensuite on va la charger. Ça peut avoir plein d'applications. Alors on va voir un petit peu ensemble les types d'applications que ça peut avoir. Bon, la première, c'est celle qui intéresse le plus la Chaos Magic, c'est créer un égrégore. C'est-à-dire que vous allez prendre de l'énergie, vous allez la condenser et vous allez lui donner vie d'une certaine façon. Donc là, on est sur de la création d'égrégore. C'est une des applications les plus sympas, je trouve, sur la magie sigillaire. Je dirais que c'est pas pour les débutants. Les niveaux intermédiaires, vous pouvez commencer à vous y intéresser, mais ça reste voilà, pour les activer, les maîtriser, du travail de confirmer. Mais voilà, ça c'est j'ai envie de dire pour moi la finalité de l'art sigillaire, c'est être capable de leur donner véritablement vie pour qu'ils puissent agir en dehors de vous. Ensuite, ça peut servir, comme on l'a vu pour les sceaux anciens, mais aussi les nouveaux sceaux qu'on peut créer, invoquer des entités, contrôler des entités. Ça peut être aussi des sigils d'action. Par exemple, vous pouvez faire un sigil de scellement. Je sais que j'en ai un dans ce bouquin-là, celui-ci là. Je ne vous montrerai pas celui-là, je vous en montrerai d'autres qui peut vous permettre donc de sceller dans un objet quelque chose. Vous pouvez avoir des sigils d'action un peu différents. Par exemple, vous avez celui-ci. Alors, il y en a certains, je peux vous les montrer. Hein. Celui-là, il s'appelle travail productif ou productivité. Et celui-là, il me permet, voilà, j'ai peu de temps pour faire un travail. Il faut que ce soit bien fait, il faut que je sois organisée. Je vais l'utiliser et le porter sur moi. Donc voilà, vous pouvez les utiliser à la manière des amulettes et des talismans. Ça peut représenter aussi une signature personnelle. Alors pour la signature personnelle, j'en ai une qui a fait l'objet d'un rituel que je garde très précieusement, qui n'appartient qu'à moi et qui pourrait en fait donner du contrôle à une personne qui tomberait dessus. Donc ça, je ne sais pas si vous le savez, c'est un peu comme le nom secret. Hein, quand vous avez une signature, c'est bien. Ça permet de travailler avec certaines entités, ça permet de faire des choses, mais c'est quelque chose qui doit rester caché, quelque chose qui doit rester personnel. Hein, on ne donne pas son cœur à n'importe qui. Et ben, on ne donne pas son sigil personnel à n'importe qui non plus. Mais il peut avoir quelques applications. Là, c'est pareil, encore une fois, c'est du niveau confirmé. On ne fait pas ça quand on est débutant, parce que les protections qui doivent être mises autour sont quand même assez conséquentes. Le travail est très long. Voilà. Ensuite, vous avez aussi donc le sigil de représentation. Je vais encore rouvrir mon livre, je ne sais pas pourquoi je l'ai fermé. Par exemple, celui-là, je l'aime bien. C'est le sigil mémoire d'éléphant. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Donc, vous le voyez, on est sur un sigil figuratif qui représente un peu un éléphant. C'est quand j'ai besoin d'ancrer un souvenir rapidement. Voilà, que je peux l'utiliser. Ça peut être aussi pour faire revenir la mémoire à quelqu'un. Ça dépend voilà, des applications que vous avez. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi celui-là qui s'appelle Tentation. Voilà. Alors pour le moment,
Voilà, ici les pages sont blanches parce que je n'ai pas détaillé la façon dont je les faisais. Donc celui-là, la tentation, ça peut être pour attirer la tentation ou pour éloigner la tentation. Je vais l'utiliser un petit peu à la façon d'une pétition. En fait, je vais avoir mon sigil d'un côté et de l'autre côté, je vais avoir ce qu'il doit faire, si vous préférez. Vous avez par exemple pour représenter une force féminine. Voilà. Je dois avoir aussi la force masculine quelque part. Voilà, c'est pas grave. Celui-là, je l'aime bien aussi. C'est pour communiquer avec ses vies passées. Vous voyez, quand on a un travail à faire sur des événements passés, pour ceux qui cherchent à rechercher leur vie antérieure, hein, pour ceux qui croient en la réincarnation, ce sigil est tout indiqué. Bref, vous voyez, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Et tenez, je peux vous en montrer un par exemple, c'est un sigil que j'utilise beaucoup à l'époque où on célèbre Cernunnos. C'est un sigil qui le représente, c'est un sigil de célébration. Hein. C'est pas un sigil, si vous préférez, qui capture l'âme de Cernunnos, c'est un sigil qui permet de se connecter à lui. C'est pas pareil, on peut pas dominer Cernunnos avec celui-là pour le... Comment ? Il en faudrait un autre, vous voyez. Vous avez aussi celui-là que j'aime bien, que j'utilise beaucoup pour mes recherches, mes travaux d'études. C'est attiser la flamme du savoir. Quand je suis dans une période où j'engrange beaucoup d'informations ésotériques et que des fois, vous savez, à force d'avoir le nez dans les bouquins, et sur les sites internet divers, parce que moi à chaque fois que je fais une recherche, si vous préférez, c'est 12 à 16 heures de travail pour un petit terme, et encore je suis gentille, donc des fois je peux vite fatiguer et je peux vite en avoir marre, donc je réutilise celui-là et pouf, je suis repartie. Donc voilà, les applications au niveau des sigils sont vraiment variées et le travail qui va s'en suivre va dépendre de ce que vous voulez en faire. Alors, donc, pour utiliser un sigil, on va déjà créer le sigil. Ensuite, on va le charger de sa signification. Et ensuite, on va soit le détruire, soit le poser durablement sur l'objet qui doit le recevoir. Et ensuite, alors, quand on doit le détruire, ça veut dire qu'on doit oublier le sigil afin que, en fait, l'énergie qu'on a libérée par la destruction aille faire son travail toute seule. Si on y pense, on dit généralement que ça empêche l'énergie de partir et donc d'œuvrer pour vous. Donc c'est pour ça que c'est un travail important lorsqu'on détruit le sigil de ne plus y penser. Et bien évidemment, c'est sur ce point-là que ça pêche le plus généralement chez les pratiquants. Donc ça demande du travail de ne pas chercher à penser à la chose qu'on souhaite. Et quand on la pose, j'ai envie de dire, c'est l'effet inverse. On va le nourrir régulièrement pour qu'il continue d'agir. Donc cette fois-ci, il faut l'avoir dans un endroit où on peut le voir régulièrement pour ne pas l'oublier, continuer de le charger, etc. Donc comme une plante, ça s'entretient. Et donc une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à récolter les fruits de votre travail, j'ai envie de dire. Comment on crée donc ces dessins que je vous ai montrés tout à l'heure? Alors généralement on va utiliser une phrase ou un mot qui va être représentatif de l'énergie qu'on veut représenter. Et ensuite donc on va changer par exemple les lettres afin qu'elles forment un dessin qui parle à notre inconscient. Ok? Donc normalement le sigil n'est pas censé représenter très visuellement une chose. Ce que je veux dire par là, c'est que notre esprit doit penser au sigil sans forcément reconnaître le sens derrière. C'est plus facile pour oublier. Donc ça, c'est recommandé aux débutants. Avec la pratique et les années, moi j'ai trouvé que finalement mes sigils les plus réussis sont ceux qui me parlent tout de suite visuellement. Alors, je peux me le permettre parce que j'ai une faculté d'oublier très facilement. Voilà, ça peut être un mal comme un bien. Mais du coup, ça me permet vraiment, une fois que je les détruis, si vous préférez, de ne plus y penser.
Donc quelque part, plus le sigil est représentatif de la chose, plus ça va être facile pour moi de le charger. Donc à vous de voir, si vous arrivez à oublier facilement, vous pouvez vous permettre des sigils qui sont beaucoup plus parlants. Si vous êtes du genre à avoir du mal à oublier votre sigil, je vous conseille de faire des sigils qui ressemblent quelque part à rien. Je dois en avoir un qui ne ressemble pas trop à ce qu'il représente. Voilà, celui-là par exemple qui s'appelle Perspicace. Alors comme vous le voyez, ça ressemble pas à quelqu'un de perspicace, hein, c'est un sigil assez abstrait, voilà c'est le mot que je cherchais, abstrait. Et du coup, bah, ça permet de l'oublier plus facilement. Alors que celui tout à l'heure, mémoire d'éléphant, vous voyez tout de suite qu'on ne va pas forcément l'oublier facilement parce que ça ressemble à une figure d'éléphant, à une tête d'éléphant. Donc voilà, à vous, à ce niveau-là, de faire pas mal de recherches sur la symbolique, de faire pas mal de recherches sur les couleurs, sur les runes, sur les alphabets, sur les sinogrammes chinois aussi. Je sais que j'utilise beaucoup les sinogrammes, afin en fait d'enrichir votre culture en symboles et de pouvoir les réutiliser plus facilement dans vos sigils. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je vais aborder, c'est les techniques. Parce que là, celle que je vous ai montrée, c'est une technique intuitive. Ça va bien pour les personnes qui sont très créatives. Tout le monde ne l'est pas. Adélaïna, par exemple, a beaucoup de difficultés à... alors, elle est très douée pour l'écriture. Ça, par contre, je ne dis pas. Elle est très douée pour inventer des histoires, parce qu'elle fait des livres, elle fait des choses comme ça. Donc ça, elle sait avoir l'idée, si vous préférez. Mais dès qu'il s'agit de quelque chose d'abstrait, elle va bloquer, parce qu'elle n'a pas assez confiance en elle. La confiance en soi, lorsque vous créez des sigils, ce sera votre pire ennemi. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise des techniques préalables. Alors la technique la plus courante, ça va être de prendre toutes les lettres. Par exemple, je sais pas, bonheur. Donc vous avez un B, un O, un N, un H, un E, un U et un R. Donc l'idée, c'est qu'à la base, vous allez donc écrire toutes les lettres et vous allez supprimer les doublons. Bon, ici, il se trouve qu'il n'y a pas de lettres doublons. Il y en a certains qui travaillent qu'avec les consonnes et d'autres qu'avec les voyelles. Donc vous pouvez par exemple supprimer ici toutes les voyelles. Donc on supprime le O, on supprime le E, on supprime le U. Ce qui nous fait BNHR. Et donc on va essayer donc de coupler ces 4 lettres pour que ça forme quelque chose. Alors B, vous voyez, vous pouvez le représenter comme ça, vous pouvez le représenter comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, ça, c'est par exemple 4 façons graphiques de représenter le B. Il y en a plein d'autres. Ça dépend de ce que vous en faites. Je crois qu'Adélaïna, elle peut le faire aussi des fois comme ça. Vous voyez. Si on le retourne, on pourrait croire que c'est une petite langue. Donc, vous voyez, on peut recharger avec une lettre d'un nouveau sens. Donc ça va être le premier travail. Et ensuite, donc, vous allez essayer de les mixer vraiment pour que ça donne un ensemble cohérent et qui vous plaise, dans lequel vous sentez que vous allez pouvoir charger. Donc là, vous avez utilisé de votre énergie pour le créer déjà. Alors, on va se retrouver tout à l'heure. Je vais essayer de faire un truc avec bonheur et je vous parlerai de la suite. Donc, me revoici avec un sigil tout fait. Alors, vous voyez là, dans les encadrés, vous avez différentes possibilités. Alors, moi, celle que j'ai choisi de reprendre, c'est la première finalement, après plusieurs essais. Mais vous voyez, tout ça, ça pourrait déjà être des sigils. Donc, on a une forme que je vais vous décrire un petit peu. Donc ici, on retrouve bien le H. Hein. Le H, il pourrait être aussi, vous voyez, ici. Hein, 2 barres, un trait, en H majuscule. Vous pouvez avoir le N ici. Le B, vous voyez, ça forme un B, qu'on retrouve donc ici. Et enfin, le R qui est tout au bout ici. Donc, ça me plaît bien. Et puis, vous voyez ici,
le B, en fait, il forme un grand rectangle scindé en deux par un trait. Et ça, c'est un sinogramme chinois qui signifie soleil. Donc, par exemple, vous voyez, j'ai remis du soleil dans mon bonheur. C'est plutôt raccord. Donc, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, tel quel. Vous voyez, le sigil a déjà été créé. Donc ça, c'est la forme, j'ai envie de dire, la plus habituelle. Vous pouvez aussi utiliser une rose sigillaire. Alors là, en fait, vous allez, c'est la Golden Dawn qui l'a créée. Vous allez reprendre en fait vos lettres. Ça se présente sous une forme de rosace. Je crois que j'en ai une dans ce livre-là, qui est excellent pour débuter. Donc si vous commencez l'art sigillaire, c'est ce livre-là qu'il faut dans votre bibliothèque. On vous le présentera sans doute un jour avec Adélaïna. Je vais vous retrouver vite fait la rose sigillaire. Voilà, la rose sigillaire de la Golden Dawn. Donc vous pouvez utiliser ça, c'est basé sur des sonorités. Vous pouvez retrouver de toute façon sur internet une rose sigillaire avec un alphabet, on va dire, plus classique, hein, qui vous permettra donc de faire ça. Et là, c'est pas difficile, vous commencez par un petit rond, vous allez sur les sonorités, et puis quand vous arrivez sur la dernière sonorité, vous faites un trait pour le finir et vous avez un sigil. Donc ça, c'est une méthode extrêmement facile à utiliser, ça demande très peu de moyens. Ça peut être pas mal pour les débutants. Et puis ensuite, sinon, vous pouvez utiliser aussi les runes, l'alphabet thébain. Vous pouvez faire des bind runes. Ça, je ferai une vidéo à part là-dessus. Vous pouvez donc utiliser des sinogrammes, comme on l'a vu dans celui-là, finalement, le symbole du soleil qui revient. Qui vont vous permettre, voilà, en couplant les techniques ou en sélectionnant qu'une, d'avoir quelque chose qui sera déjà fonctionnel. Donc, ça c'était la partie, j'ai envie de dire, création. Maintenant, il faut le charger. Alors, pour le charger, généralement, on va utiliser une technique de transe. Alors, au niveau des techniques de transe, le but est de créer des états de conscience modifiés. Alors, vous en avez pas mal qui existent, des techniques. Je pense par exemple au fait de se mettre la tête à l'envers, qui va vous permettre en fait de faire affluer le sang vers la tête. Et tout de suite après, si vous préférez, vous allez ressentir comme une espèce de soulagement et en même temps de lourdeur, de sensation d'être très lourd dans la tête. Qui va être un début d'appréhension de la sensation que vous devez avoir quand vous êtes en technique de transe. Certains utilisent l'hyperventilation. Moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est les images hypnotiques parce que j'y suis très sensible. Alors, qui sont en mouvement, hein, pour moi. Donc, l'idée, en fait, c'est que je vais prendre mon sigil, mon dessin, et que je vais le graver sur mes yeux. Je vais regarder l'image hypnotique. Et ensuite, une fois que je me suis bien imprégnée en fait de la superposition des images, ça demande du travail pour arriver à ça, mais c'est faisable. Je retourne sur mon dessin et c'est là où je me concentre tout autour avec mes mains en le regardant bouger et mouvoir à cause de la forme hypnotique que j'ai vue précédemment. Ça, c'est une des techniques. Certains y versent de leur sang, donc si vous êtes adepte, pourquoi pas. Alors, pas besoin de vous vider le bras, hein, une goutte suffit. Généralement, pour l'activer, donc tout ça. Et puis vous pouvez aussi faire de la danse rotative. Alors l'idée c'est de tourner en rond jusqu'à justement avoir des vertiges, perdre l'équilibre, ce qui permet aussi donc voilà de rentrer dans l'état de transe. Vous avez aussi certaines plantes, c'est ce qu'on appelle des psychotropes entéogènes. Par exemple, vous avez la Salvia divinorum qui fait partie de ces plantes. Le LSD aussi, je crois. Enfin voilà, vous avez plein de substances pas très légales, hein, ça dites-le vous bien, qui peuvent permettre de tricher un peu pour rentrer dans ces états de conscience modifiés. Moi, j'utilise pas. J'ai la chance, ou en tout cas la possibilité de rentrer assez facilement en état de transe parce que je fais souvent des malaises vagos le matin et il se trouve que la sensation est assez similaire à une transe. Tout comme les images hypnotiques si vous préférez, c'est comme si à un moment le cerveau il décroche et vous êtes conscient sans véritablement être acteur. En fait vous êtes un observateur passif et vous captez plein de choses autour de vous si vous préférez. Vous allez pouvoir sentir les choses dans votre vision périphérique
tout cas moi c'est comme ça que ça se manifeste. Et en fait je vais pouvoir canaliser comme ça et puis restituer dans le dessin. Vous avez aussi les sons, les percussions notamment chez les moines chamaniques qui sont beaucoup utilisés avec les danses rotatives pour obtenir cet état de transe. Les vibrations simplement dans l'oreille que peuvent faire certaines musiques, notamment la note La, parce que je crois qu'elle résonne à 4000 Hz. J'espère que je dis pas de bêtises, je remettrai en bas si je me suis trompée. Qui permet en fait au cerveau de libérer certaines ondes. Et ce sont les ondes propices à la transe. Donc il n'y a rien de paranormal là-dedans, j'ai envie de dire, c'est une question de vibration de votre cerveau. Et donc tous les moyens qui permettent de modifier la fréquence de vibration de votre cerveau vont vous permettre d'avoir ça. Donc il me semble que ça correspond aux ondes alpha. Normalement quand on est éveillé, on est en onde bêta. Quand on est en sommeil profond, je crois que c'est les ondes θ. Enfin voilà, vous avez alpha, bêta, gamma, delta, jusqu'à θ. Et du coup, je crois que les ondes de la transe, c'est à partir des ondes alpha. Je vous remettrai ça éventuellement, ou je referai même une vidéo plutôt en fait sur les ondes cérébrales, ce sera mieux. Qui vous permettra en fait de vous y retrouver un petit peu, parce que c'est un petit peu compliqué au début, je sais que ça a demandé pas mal d'heures de recherche. Donc si je peux vous épargner ça, il n'y a pas de souci, je ferai une vidéo. Et puis vous verrez un petit peu comment vous devez fréquencer votre cerveau, d'une certaine façon. En tout cas, oui, le La d'un bol tibétain, vous savez, quand vous le faites sonner, normalement c'est un La qui est censé sortir. Et cette vibration est propice à la transe également. En tout cas, dans tous les cas, une des maîtrises de la transe, ça passe par la respiration. Il faut savoir prendre des respirations lentes, profondes, qui viennent du ventre. Enfin voilà, il faut bien maîtriser ça. Et ça va déjà vous permettre en fait de rendre votre cerveau plus réceptif à certains types d'ondes et émettre lui-même des ondes différentes. Alors donc une fois qu'on est arrivé dans cet état de transe, donc c'est un état qui permet de capter les énergies autour, hein, encore une fois. Donc l'idée ça va être vraiment de les concentrer en vous et de les restituer dans le dessin. Donc souvent on va avoir besoin de toucher le dessin, d'utiliser le souffle pour insuffler, pour se concentrer, donc renforcer toute l'action dans le souffle afin de mimer quelque part le verbe divin. Vous savez, on dit dans la Bible, au premier fut le verbe. Finalement, c'est le souffle de vie, le verbe. Le verbe nécessite du souffle, c'est une ondulation du souffle. Donc là, ça va être pareil, vous allez devenir un espèce de dieu. Voilà, là vous avez le droit d'être mégalomane, qui va, par sa volonté, animer ce motif. Et donc, vous avez possibilité aussi, pour le rendre, de prendre le motif, de le plier, de le mettre entre vos dents, d'engranger et de souffler en fait toute la charge pour la libérer. Ensuite, vous brûlez le papier. Ça, c'est une de mes techniques préférées. Il y en a plein d'autres que je ne connais pas forcément, parce que c'est vraiment vaste. Mais vraiment, Sceau et Talisman, les sigils là, de Ousmane... non, c'est pas Ousmane. Soror et puis Spartacus Freeman est vraiment excellent. Et il vous donnera plein de pistes. On peut les détruire aussi, j'aime beaucoup, par le feu. Par la terre aussi, les 4 éléments. Donc j'utilise beaucoup le feu et la terre, beaucoup moins l'air et l'eau, puisque, c'est pas que je suis pas affiliée à ces éléments, hein, mon élément moi c'est vraiment l'air, mais l'air pour moi est plus un ami messager, alors que le feu pour moi est vraiment le symbole, si vous préférez, de la force spirituelle. C'est ce qui transforme, c'est ce qui convertit le matériel en éthéré. Donc pour moi le feu c'est vraiment le truc par excellence. Et la terre c'est vraiment si j'ai des divinités spécifiques qui sont affiliées terre, où je vais donner à la terre pareil pour qu'elle transforme. L'air si vous préférez il va porter, l'eau va un peu transformer aussi, mais comme l'eau on dit qu'elle a une mémoire, j'aime moins l'utiliser si vous préférez. J'aime pas que ce soit elle qui se charge, je trouve qu'il y a une perte du message, en tout cas c'est moins efficace. Là où c'est le plus efficace ça reste par la terre ou par le feu.
Et bon, sinon, voilà, le souffle, comme je viens de vous le présenter, ça c'est vraiment une de mes techniques préférées. D'une certaine façon, ça utilise l'esprit de l'air, mais quand je dis qu'on détruit par les 4 éléments, c'est-à-dire que je crée un feu magique ou je crée une terre spéciale, que je consacre, hein, même que je sacralise, et à qui je donne déjà préalablement vie pour lui confier la tâche. Quand je souffle comme ça, finalement, c'est mon souffle à moi, c'est mon énergie à moi qui va libérer la chose. Donc j'utilise le vent, mais pas l'élément en soi. Voilà où est la différence pour moi. Donc à vous de voir, pareil encore une fois, et d'adapter selon vos préférences. En tout cas, ça, c'est une des façons de faire, mais on peut imaginer aussi un sigil à manger. Hein, qui sont nécessaires. Vous pouvez le graver sur un morceau de chocolat, sur un carré de sucre, à faire fondre dans une infusion par exemple pour lui conférer des propriétés spécifiques. Vous pouvez aussi graver ça en dur sur un objet, le pyrograver sur du bois. Enfin voilà, les supports, j'ai envie de dire matériels, vont dépendre du type de demande. Par exemple, si c'est un seau de scellement, il est évident que le seau de scellement, vous ne voulez pas qu'il s'en aille, hein, vous voulez qu'il reste. Donc par exemple, vous allez utiliser du fil d'étain et puis un... comment que ça s'appelle? Un fer à souder, pardon. Un fer à souder et de l'étain par exemple pour le faire sur une boîte métallique, hein, afin de sceller véritablement la chose et que ça ne bouge plus. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de l'essence même du sigil en fait. Voilà. Pareil, moi j'utilise beaucoup donc ce type de papier. Alors c'est du papier à dessin, à grains, que j'aime beaucoup. Avec Adéléina, on fait aussi du papier mâché maison, vous savez, en feuilles, avec des essences de plantes, des morceaux de plantes aussi dedans. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez le graver dans du sable, enfin le faire au doigt dans du sable. Comme là, dans la vidéo où je vous présente cette décoration, carrément dans des graines et ensuite vous soufflez pareil pour effacer la chose. L'idée c'est que vous l'ayez représenté matériellement, vous lui avez donné une énergie éthérée et vous avez libéré cette énergie éthérée qui s'est imprégnée à la fois de votre empreinte et à la fois de son objectif. Donc j'espère que là-dessus j'ai été bien claire. Dernière chose, vous pouvez aussi graver dans la cire d'un coquillage. C'est un truc que j'aime bien faire aussi des fois, notamment quand je dois rendre à la terre ou par le feu. Alors pour la terre, je vais prendre un gros coquillage, je vais y mettre du sable, je vais tracer, je vais souffler et je vais enterrer. Et quand je dois détruire par le feu, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une bougie chauffe-plat que je vais faire fondre dans un coquillage. Je vais graver mon sigil à la surface et je vais allumer la bougie. Comme ça, je lie la notion de bougie et la notion de sigil. Un sigil peut se graver sur une bougie. J'en ai fait un là-dessus, le sigil de Mébonne par exemple. Donc voilà, vous avez vraiment plein d'applications. Vous pouvez faire aussi un mandala avec des graines, avec des fleurs, avec ce que vous voulez. Vous avez vraiment plein de possibilités d'action et là ça dépend vraiment de votre créativité, de vos idées, vraiment. Alors, dernier petit ajout par rapport à cette technique-là, je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas activer le sigil, mais j'ai une petite formule que je vais vous donner, que j'aime bien utiliser, qui dit « Dessin de mes dessins, deviens mon sceau, sois mien, tu m'appartiens ». Ça, c'est quand j'ai un sigil que je veux contrôler de bout en bout. Et dessin, donc dessin, le dessin, de mes dessins, c'est-à-dire de mes objectifs, ça s'écrit D-E-2-S-E-I-N. Hein, il est plus très utilisé ce mot, mais je trouve que du coup, la sonorité va bien. Donc voilà, que je peux utiliser au moment où je vais souffler, où je m'apprête à souffler la chose. Que dire d'autre Ah oui, alors pour la conservation des sigils, parce que du coup vous avez vu, moi j'ai un truc de sigil qui me permet donc de les garder. Il y a des sigils donc on doit oublier, mais des fois une situation similaire revient et on serait bien content de revoir le sigil. Donc quand vous faites un livre, vous protégez le livre, mais vous n'utilisez pas d'encre ésotérique pour tracer les dessins, sinon vous allez le charger. Et disons que les sigils pourraient prendre
suffisamment en énergie pour que vous ne les contrôliez plus. Donc ça serait dommage. Donc ça c'est vraiment un recueil matériel. Ils vont déjà de base se charger au fur et à mesure des utilisations. Donc inutile de leur redonner un pouvoir supplémentaire trop vite, ils se chargeront au fil du temps. L'autre chose, c'est que si vous souhaitez vous réapproprier un sigil qui vous a parlé, ça peut arriver, vous êtes en train de faire des recherches, vous tombez sur un dessin, oh ça vous parle, mais ça ne veut pas dire ce que la personne a mis. Il va falloir le décharger et puis le recharger, voire faire quelques modifications légères sur le dessin pour vous le réapproprier, pour pas réutiliser l'égrégore déjà présent dans le sigil. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose pareil que vous ne maîtriserez pas vraiment. Le sigil, moi je suis vraiment de l'école de la Chaos Magic, c'est quelque chose pour moi de personnel qui doit rester dans ses énergies propres. Hein, voilà. Après, c'est toujours pareil, ça dépend du type de sigil. Si c'est un sigil pour un travail, voilà. Le sigil de Cernunnos, par exemple, ou le sigil de Mabon, c'est pour représenter des énergies, des moments. Vous ne devriez pas avoir de difficulté pour l'utiliser, puisque ce ne sont pas des sigils pour contrôler, ce sont juste des sigils pour dire bonjour, si vous préférez, pour rendre hommage. Donc, pour dire, voilà, j'ai une pensée et que la connexion se fasse. Donc, encore une fois, vous voyez, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous allez faire de votre sigil. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. On pourrait en dire beaucoup plus. Je ne souhaite pas rentrer davantage dans les détails, déjà parce qu'il va y avoir la vidéo de présentation. Et puis aussi parce que si vous avez des questions à ce niveau-là, bah, j'hésiterai pas à y répondre et je préfère faire selon votre demande. C'est-à-dire que si vous avez un point précis que vous voulez aborder sur la notion sigillaire, à ce moment-là, j'en ferai une vidéo parce que ça peut être très long. L'art sigillaire, je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures. Et au bout d'un moment, je risque de vous fatiguer. Je risque de me fatiguer aussi. Donc, autant faire comme vous en avez envie et selon vos besoins. Et puis, du coup, bah, dans les commentaires, dites-moi ce que vous souhaitez. Et puis je ferai ce qu'il faut pour répondre à ça à travers des vidéos ou éventuellement un live, on verra. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pratique.